Bienvenue, frères d'armes, bienvenue sur Stratégos, la chaîne où nous explorons les grands stratèges et leaders qui ont forgé des empires. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie de Philippe II, le monarque qui a mené l'Espagne impériale à son apogée, affrontant des défis politiques, militaires et religieux dans un monde en constante mutation. Avant de nous immerger dans cette histoire fascinante, n'oubliez pas de liker, de commenter vos impressions, de partager cette vidéo et de vous abonner à Stratégos pour plus de récits épiques de l'histoire. Que l'histoire commence. Première partie. Origine, jeunesse et ascension au trône. Le 21 mai 1527, dans la ville de Valladolid, naissait Philippe II de Habsbourg, le futur monarque d'un empire qui s'étendrait sur les 5 continents. Il était le fils de l'empereur Charles Quint d'Espagne, évêque du Saint-Empire romain germanique, et de l'impératrice Isabelle de Portugal. Dès sa naissance, le destin de Philippe était tracé. Il ne serait pas seulement un roi, mais l'héritier d'un héritage sans précédent. L'Espagne était au sommet de sa puissance, avec de vastes territoires qui s'étendaient des terres européennes, de la couronne de Castille et d'Aragon, des domaines italiens et flamands, jusqu'aux nouveaux territoires d'Amérique et d'Asie. En cette époque d'expansion et de gloire, la naissance de Philippe II fut accueillie avec enthousiasme à la cour, car elle assurait la continuité de la dynastie et la consolidation de la domination des Habsbourg. Cependant, son enfance ne fut pas celle d'un prince ordinaire. Il grandit entouré de la grandeur et des complexités d'un empire en conflit permanent, où les tensions entre les maisons européennes, les guerres avec la France et la menace ottomane croissante exigeaient des décisions stratégiques de son père. Pour Charles Quint, Philippe n'était pas seulement son fils, mais le futur gardien de son œuvre, l'unité de la chrétienté sous l'hégémonie des Habsbourg. Dès son enfance, Philippe fut éduqué pour être roi. Sa formation fut rigoureuse, dirigée par les meilleurs tuteurs de l'époque et axée sur la politique, la diplomatie, l'administration et les arts militaires. Il apprit le latin, l'italien et le français, bien que l'espagnol soit toujours resté sa langue principale. Contrairement à son père, qui passa une grande partie de sa vie à voyager à travers les différents domaines de l'Empire, Philippe reçut une éducation plus sédentaire, orientée vers le gouvernement depuis la cour avec une approche méticuleuse et centralisatrice. Un des aspects les plus marquants de sa formation fut sa relation étroite avec la bureaucratie et l'administration impériale. Son père, Charles Quint, comprit que son fils devait être préparé à gouverner un empire qui dépendait d'un système administratif efficace. C'est pourquoi Philippe fut éduqué à la gestion des affaires d'État dès son jeune âge. Il reçut également une instruction en histoire, en droit et en théologie, consolidant une mentalité profondément catholique qui marquerait son règne. Sa formation militaire, bien que moins active que celle de son père, fut essentielle à son développement. Philippe étudia les stratégies de guerre et fut instruit sur l'importance de la défense des territoires de l'Empire. Cela se reflèterait dans son gouvernement, où l'usage du pouvoir militaire, tant en Méditerranée qu'en Flandre, devint un pilier fondamental de sa politique. Sa personnalité, façonnée par cet entraînement rigoureux, se distingua par sa sérieux, sa discipline et une forte éthique du devoir. Philippe devint un homme méticuleux, réservé et profondément religieux, des qualités qui définiront son style de gouvernement et sa vision de la monarchie. Le 16 janvier 1556, Charles Quint abdiqua en faveur de son fils Philippe, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'Espagne et de l'Europe. L'abdication de Charles ne fut pas un acte soudain, mais le résultat d'années d'usure et la nécessité de diviser l'empire en 2 branches, le Saint-Empire romain germanique, qui resta aux mains de son frère Ferdinand Ier, et les territoires hispaniques et ultramarins, qui passèrent à Philippe II. La transition ne fut pas aisée. Philippe II hérita d'un empire vaste, mais miné par de nombreux défis, les tensions avec la France, l'instabilité dans les Pays-Bas, la menace ottomane en Méditerranée et la nécessité de consolider son autorité en Espagne. De plus, la réforme protestante continuait de diviser l'Europe, et Philippe, en tant que monarque catholique, se proposa de défendre l'orthodoxie religieuse avec fermeté. À la différence de son père, qui gouvernait en voyageant d'un territoire à l'autre, Philippe décida d'établir sa cour à Madrid,
et de centraliser le pouvoir, consolidant un modèle de monarchie absolue. Avec son ascension au trône, l'Espagne entrait dans une nouvelle phase, où le pragmatisme politique, la défense du catholicisme et l'expansion territoriale définiront son règne. Philippe II n'hérita pas seulement d'un empire, mais d'une mission. Maintenir l'hégémonie des Habsbourg et assurer que l'Espagne reste la puissance dominante au monde. Son règne serait marqué par de grandes victoires et des défaites, par l'expansion et la guerre, par la foi et le pouvoir. Avec son couronnement, commençait une ère où sa figure deviendrait le symbole du siècle d'or espagnol, et son héritage perdurerait bien au-delà de son temps. Seconde partie, la consolidation du pouvoir. En 1556, Philippe II assuma le trône d'un empire qui s'étendait de la péninsule ibérique aux confins de l'Amérique, en passant par des territoires en Italie, les Pays-Bas et le sud-est asiatique. À la différence de son père, Charles Quint, qui avait voyagé à travers ces domaines et gouverné avec une approche décentralisée, Philippe avait une vision différente. Le pouvoir devait se concentrer sur la monarchie et sur l'administration métropolitaine. L'Espagne devait être l'axe de l'Empire, et lui, son centre absolu d'autorité. Dès le début de son règne, Philippe II laissa clairement entendre que son gouvernement se caractériserait par la minutie dans l'administration, et par un contrôle de fer sur toutes les affaires d'État. Ce n'était pas un monarque qui déléguait facilement le pouvoir. À sa cour, chaque décision passait par son examen personnel. Il était méticuleux, travaillait de longues heures et possédait une mémoire prodigieuse pour les affaires gouvernementales. La bureaucratie devint son outil le plus précieux, lui permettant de gérer avec précision les conflits et les réformes qui marquèrent son règne. Mais centraliser le pouvoir dans un empire aussi vaste ne serait pas une tâche aisée. Il fit face dès le début à la résistance de la noblesse espagnole, qui voyait avec méfiance l'influence croissante des bureaucrates et des conseillers royaux. De plus, les territoires périphériques de l'Empire, en particulier les Pays-Bas, commencèrent à montrer des signes de mécontentement face au contrôle absolu de la monarchie et aux impositions religieuses. Pour gouverner efficacement, Philippe II mit en place une série de réformes visant à optimiser le fonctionnement de l'Empire. Il créa un système de conseils qui permettait la gestion spécifique de chaque territoire, le Conseil de Castille, le Conseil des Indes, le Conseil d'Italie et le Conseil de Flandre, entre autres. Ces organismes lui permettaient de recevoir des informations détaillées sur chaque région et de prendre des décisions centralisées sans avoir besoin de voyager à travers son empire, comme l'avait fait son père. Sur le plan fiscal, Philippe II promut une administration plus rigoureuse pour garantir que les revenus provenant d'Amérique, en particulier l'argent de Potosi, renforçaient les caisses de la couronne. Mais gouverner un empire de telle dimension avait un coût élevé. Le financement des armées, la défense des territoires et la lutte contre les ennemis de la monarchie, comme les protestants du nord de l'Europe et les Ottomans en Méditerranée, généraient des dépenses incontrôlables. Tout au long de son règne, Philippe dut déclarer faillite à plusieurs reprises, démontrant que, bien que son administration fût méticuleuse, le coût du maintien de l'Empire était insoutenable. Philippe II renforça l'Inquisition et promut la contre-réforme avec une politique d'intolérance religieuse. Son adhésion ferme au catholicisme le mena à considérer que la monarchie espagnole avait un rôle sacré dans la défense de la foi. Cette position provoqua des conflits dans les territoires où la réforme protestante avait pris racine, notamment dans les Pays-Bas, où la tension entre catholiques et protestants devint le principal foyer d'instabilité. En 1566, la résistance dans les Pays-Bas explosa en une crise ouverte. La cause du conflit n'était pas seulement religieuse, mais aussi politique et économique. Philippe II imposait des impôts élevés pour financer ses guerres et cherchait à renforcer le contrôle central sur la région, ce qui heurtait la tradition d'autonomie des provinces néerlandaises. Les nobles locaux, menés par Guillaume d'Orange, se soulevèrent contre la domination espagnole. La révolte commença par des actes d'iconoclasme, où des temples et des symboles catholiques furent détruits par des protestants radicaux. Philippe répondit avec la même dureté qui le caractérisa tout au long de son règne. Il envoya la duchesse de Parme pour contrôler la situation, mais voyant que la résistance grandissait, il eut recours à un homme de confiance pour réprimer la révolte,
Le duc d'Albe. Le duc d'Albe arriva aux Pays-Bas en 1567 avec une armée et appliqua une répression brutale. Il créa le Conseil des troubles, connu comme le Tribunal de sang, où des milliers d'opposants furent exécutés. Les mesures ne servirent qu'à attiser le feu de la rébellion. Au lieu d'étouffer le conflit, Philippe II se trouva confronté à une guerre prolongée qui épuiserait les ressources de l'Empire. La révolte des Pays-Bas marqua le début d'une lutte de décennies, où Philippe II se confronta non seulement aux protestants rebelles, mais aussi à des puissances étrangères qui voyaient l'opportunité d'affaiblir l'Espagne, comme l'Angleterre. Sa politique de centralisation et son intransigeance religieuse firent de lui un monarque craint et respecté, mais aussi un homme qui sous-estima la capacité de résistance des territoires qu'il tentait de contrôler. Troisième partie, la lutte religieuse et la crise européenne. L'Europe brûle. Dans chaque coin du continent, la réforme protestante a allumé un feu qui menace de dévorer l'autorité de l'Église de Rome. En Espagne, un seul homme se dresse comme le grand défenseur de la foi catholique, Philippe II, le monarque le plus puissant de son temps. Mais sa lutte ne sera pas simple. Son règne sera marqué par une bataille constante contre l'hérésie, une guerre sans merci qui l'opposera à des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de ses domaines. Dans les royaumes de Philippe, la foi n'est pas seulement une question de croyance, mais d'État. L'Inquisition espagnole devient son arme la plus redoutable contre l'hérésie. Tribunal après tribunal, hérétiques, réformistes et suspects de déloyauté sont persécutés, interrogés et punis. Pour Philippe, il ne s'agit pas seulement de maintenir l'ordre interne, mais de réaffirmer que l'Espagne est le bastion du catholicisme dans un monde où la foi s'effrite. Mais sa lutte transcende les frontières de son empire. La France est en flammes. Les guerres de religion ont plongé le pays dans un chaos sanglant. En Angleterre, Élisabeth II protège et étend le protestantisme. Et dans les Pays-Bas, la rébellion grandit de jour en jour, menaçant sa domination dans le nord de l'Europe. Depuis 1568, les Pays-Bas sont un bouillonnement de révoltes. Les calvinistes et les nobles locaux rejettent la domination espagnole et l'imposition de la foi catholique. Philippe répond avec une dureté implacable. Il envoie le duc d'Albe, son général le plus redouté, avec une armée pour écraser la rébellion. Le Conseil des troubles est instauré, un tribunal qui condamne des milliers de rebelles à mort. Mais loin d'éteindre l'incendie, il l'attise encore plus. Un chef inattendu apparaît, Guillaume d'Orange, surnommé le Taciturne. Sa stratégie de guérilla et son habile diplomatie permettent à la résistance néerlandaise non seulement de survivre, mais aussi de croître. Pour Philippe, cette guerre devient un gouffre financier, un conflit sans fin apparente. Tandis que la guerre se prolonge en Flandre, de l'autre côté de la Manche, une ennemie plus dangereuse prend de l'ampleur, Élisabeth II d'Angleterre. La reine protestante a non seulement fait de son pays un refuge pour les hérétiques et les rebelles, mais elle finance également des corsaires qui attaquent les flottes espagnoles chargées d'or et d'argent. Francis Drake, le plus redouté de ces pirates, ravage les possessions espagnoles et humilie l'armée de Philippe. Le roi d'Espagne ne le tolérera plus. En 1588, il prend la décision la plus risquée de sa vie. Envahir l'Angleterre. Une flotte gigantesque, la légendaire Armada Invincible, appareille avec pour mission de détruire Élisabeth et de restaurer le catholicisme en Angleterre. Mais tout tourne mal. Les tempêtes, le manque de coordination et les attaques anglaises détruisent l'Armada. Ce qui devait être le coup final contre le protestantisme se transforme en un désastre. Philippe, depuis El Escorial, reçoit la nouvelle avec son calme impassible. « Je n'ai pas envoyé mes navires combattre les vents et les vagues, dira-t-il. Mais la vérité est indéniable. Sa domination sur les mers est terminée. L'Angleterre est hors de sa portée. Les corsaires continueront de piller ses navires. Et aux Pays-Bas, la guerre se poursuit sans résolution. Philippe II, le monarque qui croyait pouvoir imposer la foi catholique à toute l'Europe, a subi sa plus grande défaite. Mais son combat n'est pas terminé. Durant ces dernières années,
il continuera à gouverner d'une main de fer, convaincu que sa mission est divine. Et même si le temps le ronge, il ne renoncera jamais à son devoir, être le gardien du catholicisme dans un monde qui change trop vite. Quatrième partie. L'essor et la chute de l'Empire espagnol. L'année 1580 marque un tournant dans l'histoire de la monarchie hispanique. Après la mort du roi Sébastien de Portugal, lors de la désastreuse bataille d'Alcácer-Quibir, et la disparition ultérieure de son successeur, le cardinal Henri, le trône portugais se retrouve sans héritier clair. Le royaume entre dans une profonde crise dynastique, et au milieu du chaos, Philippe II, fils d'Isabelle de Portugal, revendique ses droits sur la couronne lusitanienne. Mais l'annexion du Portugal ne fut pas un acte pacifique. Antoine, prieur de Crato, un prétendant bénéficiant d'un certain soutien, tenta de résister à l'union. Philippe, décidé à consolider sa domination, envoya son meilleur général, le duc d'Albe, qui, avec rapidité et brutalité, réprima toute opposition. En quelques mois, Philippe II fut reconnu roi du Portugal, incorporant son vaste empire outre-mer au domaine espagnol. Avec cette union, Philippe II devint le monarque d'un empire sans précédent. L'Amérique, les Philippines, les Flandres, la Sicile, Naples, et désormais aussi le Brésil, l'Angola, le Mozambique, Goa et Macao. Sur le papier, la domination espagnole atteignait son apogée. Mais en pratique, l'annexion du Portugal ne fit qu'ajouter de nouvelles tensions. Les Portugais, jaloux de leur indépendance, n'acceptèrent jamais totalement la domination espagnole. Il leur fut garanti que leurs lois, leur monnaie et leur administration resteraient intactes. Mais la présence de gouverneurs castillans et l'exploitation de leurs richesses pour financer les guerres de Philippe II engendrèrent du ressentiment. De plus, d'autres puissances européennes, comme l'Angleterre et les Pays-Bas, virent dans cette annexion une menace directe. Désormais, l'empire de Philippe contrôlait des routes commerciales clés et un immense territoire, ce qui ne fit qu'accroître l'hostilité de ses ennemis. La guerre interminable aux Pays-Bas, un puits sans fond. Alors que l'Espagne grandissait territorialement, sa guerre la plus coûteuse ne connaissait pas de répit. Dès 1568, les Pays-Bas étaient en proie à la rébellion. Malgré les campagnes de ses meilleurs généraux, Philippe II ne réussit jamais à soumettre complètement les provinces rebelles. Les ressources destinées à la guerre semblaient s'évaporer sans résultat probant. Le problème était double. D'un côté, les provinces du Sud, catholiques et plus loyales, pouvaient être maintenues sous contrôle. Mais au nord, les protestants et les marchands néerlandais résistaient avec férocité. Guillaume d'Orange, chef de la rébellion, utilisa des tactiques de guérilla et une habile diplomatie pour affaiblir les tercios espagnols. En mer, la résistance néerlandaise se renforça avec le soutien de corsaires et l'intervention anglaise. L'Espagne, bien qu'elle restait la plus grande puissance militaire d'Europe, commença à ressentir le poids de l'usure. La guerre aux Pays-Bas n'était pas seulement une saignée d'hommes et d'argent, mais elle minait également le prestige du roi. Pour financer le conflit, Philippe II augmenta les impôts en Castille, ce qui provoqua le mécontentement de la population et affaiblit l'économie interne. Le commencement de la fin, le déclin économique et l'isolement de l'Espagne. Vers la fin du XVIe siècle, la crise commença à miner l'Empire. Les dettes accumulées étaient colossales. Malgré l'or et l'argent qui arrivèrent d'Amérique, le coût du maintien d'armées sur tous les fronts était insoutenable. L'Espagne fit plusieurs fois faillite, et les mauvaises récoltes ne firent qu'aggraver la situation. Les guerres interminables firent de Philippe II un roi de plus en plus isolé à l'Escurial, obsédé par le contrôle de chaque détail de son empire, mais incapable d'arrêter son déclin. Son réseau d'espions et de bureaucrates maintenait le contrôle sur ces vastes domaines. Mais les problèmes internes grandissaient. Les tensions avec la noblesse, le mécontentement au Portugal, la guerre sans fin aux Pays-Bas et la rivalité croissante avec l'Angleterre et la France. L'Empire restait immense, mais les fondations étaient affaiblies. Philippe II, qui avait commencé son règne comme le monarque le plus puissant d'Europe, terminait ses jours en voyant le rêve d'une monarchie universelle s'effondrer lentement. L'union avec le Portugal, qui semblait un triomphe absolu,
n'ajouta que plus de problèmes à son royaume déjà en voie d'effondrement. La guerre aux Pays-Bas continua au-delà de sa mort. Et bien que l'Espagne reste une puissance redoutée, la graine de sa décadence avait déjà été semée. Philippe II mourut en 1598, convaincu d'avoir accompli son devoir. Mais son empire, qui avait autrefois semblé invincible, avait commencé sa lente chute. Cinquième partie. La dernière étape du règne. L'Escurial, l'immense et solennel palais-monastère que Philippe II fit construire, devint sa dernière prison. Ici, entre les couloirs sombres et les cellules austères de pierre, le monarque qui gouverna le monde livra sa dernière bataille, une lutte contre le temps et contre son propre corps. Depuis des années, Philippe souffrait de la goutte, une maladie qui lui dévorait les articulations, transformant chaque mouvement en une torture. Mais la souffrance ne s'arrêta pas là. Son corps commença à se décomposer de son vivant. Abcès, plaies ouvertes et fièvre constante. Ses jambes enflaient au point qu'il ne pouvait plus marcher. La douleur était insupportable. Et pourtant, il ne cessa de gouverner. Alité, Philippe continuait à recevoir les ambassadeurs, à signer des décrets, à envoyer des ordres. Malgré l'effondrement financier de son empire, les guerres interminables aux Pays-Bas, l'ombre de l'Angleterre et l'hostilité de la France, le roi ne montra jamais de faiblesse. Mais la réalité était autre. Son règne touchait à sa fin. Petit à petit, il commença à déléguer des fonctions à son fils, le futur Philippe III. Ce fut une transition silencieuse, mais nécessaire. Philippe II comprenait que le pouvoir absolu devait continuer, que son héritage devait perdurer. Mais l'Espagne était-elle prête pour un changement? Philippe II eut toujours une relation conflictuelle avec la succession. En 1568, la tragédie marqua sa vie avec la mort de son fils aîné, Don Carlos. Ce jeune homme impulsif, en qui beaucoup voyaient l'avenir du royaume, finit enfermé sur ordre de son propre père dans un château, jusqu'à mourir dans des circonstances obscures. L'ombre de cet épisode ne le quitta jamais. Les ennemis de l'Espagne utilisèrent l'histoire de Don Carlos comme arme de propagande. Ils disaient que le roi l'avait assassiné, que sa poigne de fer ne connaissait pas de limite. Pour Philippe, la réalité était plus froide. La monarchie était au-dessus de tout lien personnel. Maintenant, en ces derniers jours, cette décision revenait le hanter. Son fils Philippe III, l'héritier légitime, était tout le contraire de son père. Un homme de caractère faible, habitué au confort et peu intéressé par l'administration de l'Empire. Philippe II le savait, et il le craignait. Mais le destin était déjà écrit. Le 13 septembre 1598, après 53 jours d'agonie, Philippe II mourut dans sa chambre de l'Escurial. Son corps, couvert de plaies purulentes, devint le symbole de son règne. Un géant qui s'effondre, consumé par ses propres charges. Dehors, son empire restait debout. L'Espagne continuait à dominer de vastes territoires, de l'Amérique à l'Asie. Mais au fondement du royaume, la crise s'approfondissait. Les caisses étaient vides. Les guerres ne cessaient pas. La monarchie absolue avait atteint son apogée, mais aussi sa limite. Philippe II laissa un héritage de grandeur et de ruine. Il fut le roi qui consolida l'empire le plus vaste jamais vu, le défenseur de la foi catholique, l'homme qui défia des puissances comme l'Angleterre et la France. Mais il fut aussi le monarque qui hypothéqua l'avenir de son royaume, qui laissa à son fils une couronne chargée de dettes et de conflits. La décadence de l'Espagne ne commença pas avec sa mort. Mais son règne fut le prélude à un siècle d'ombre. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, et partagez la vidéo pour atteindre plus de monde et que ce projet puisse continuer à grandir. À bientôt, frères d'armes.